Les ligaments sont les suivants. On commence d'abord par la capsule avant de parler de ligaments, excusez-moi. Donc ici, une vue médiale, avec en haut l'épiphyse distale du fémur, avec la convexité postérieure des condyles. Et ici, le plateau tibial, donc qui est concave en tous sens sur sa partie médiale. La capsule, un peu comme la cheville, alors on n'oublie pas le patella. Je disais, la capsule, comme celle de la cheville, va présenter des cul-de-sac, car elle ne doit pas être mise en tension et autoriser les mouvements notamment de flexion-extension. Ici la capsule, avec un cul-de-sac postérieur. Et je représente ici le ligament en rouge patellaire, qui va de la pointe de l'apex de la patella à la tubérosité tibiale antérieure qui est là jusqu'ici. Ici, on a le genou notamment en extension. Donc, on note une distension postérieure du cul-de-sac postérieur. Si le genou va être en flexion, on va le représenter ici, ça va être l'inverse. On va détailler le mouvement de flexion plus tard, et vous aurez le fémur qui sera comme ceci, et le tibia qui sera comme ceci. Donc vous aurez plutôt une distension antérieure de la capsule articulaire et le cul-de-sac postérieur qui sera détendu. La capsule en avant, notamment, est mise en tension par le muscle articulaire du genou qui s'attache sur la face antérieure de la diaphyse fémorale. Le tendon du quadriceps sera plutôt ici. En arrière, vous avez également des muscles qui vont tracter la capsule articulaire, le poplité et le semi-membraneux. Voilà pour la capsule, notamment pour ses cul-de-sac. On a encore quelque chose à dire au niveau de la capsule, c'est notamment son renforcement postérieur. Donc on a précisé que la capsule était, l'articulation était distendue en extension. Ça sous-entend qu'elle nécessite d'être stable, d'être solide en arrière. Et bien le corps a placé des renforts pour la capsule en arrière. Épiphyse distale du fémur ici, le tibia ici, la tête fibulaire ici. Entre les deux, donc la capsule ici, qui va solidariser la partie inférieure du fémur avec la partie supérieure du tibia. Ici la capsule articulaire, qui ne se contente pas d'être présente, elle est très renforcée postérieurement par compartiment, c'est-à-dire que vous allez avoir deux renforts postérieurs. Ici, on appelle ça la coque condylienne médiale, ici la coque condylienne latérale. Et la coque condylienne latérale est notamment habitée par un petit os ici, qui s'appelle la fabella, qui va notamment servir de point d'attache ligamentaire pour les ligaments du genou. Et nous allons voir lesquels. Maintenant, on passe vraiment aux ligaments. Vous avez trois organisations ligamentaires, trois systèmes ligamentaires responsables de la stabilité passive du genou. Vous allez avoir d'une part le système collatéral, qui va limiter les bâillements externes et internes du tibia par rapport au fémur. Vous allez avoir le système de pivot central, qui est un peu comme le ligament talo-calcanéen interosseux au niveau de la soutalienne, va servir de pivot, et le corps va se servir des informations que donnent les ligaments croisés pour se stabiliser. Autant dire qu'une lésion d'un d'entre eux qui est assez fréquente avec les sports à saut aura un impact très grave sur la stabilité du membre inférieur. Et vous allez avoir en arrière le système sagittal, en arrière et en avant. Commençons par les ligaments croisés. Nous allons pour cela faire une vue postérieure. Éclatée, ça veut dire qu'on va écarter volontairement les surfaces articulaires
pour pouvoir mettre en tension ces ligaments qui sont je le rappelle, intracapsulaires et extra-synoviaux. Ici, la fin de la ligne âpre, tubercule du grand adducteur, épicondyle médial. Ici, épicondyle latéral, surface articulaire ici. Le condyle médial est plus mince et descend plus bas. Le condyle latéral est plus large et descend moins bas. Alors on ferme bien. Voilà. Ici, les condyles fémoraux. Et on n'a plus qu'à représenter donc, la fosse intercondylaire, le lieu d'insertion proximale des ligaments croisés. Et l'épiphyse proximale du tibia. Donc le plateau tibial. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est mieux. Avec la tête fibulaire ici. On replace les surfaces articulaires. Ici la médiale, ici la latérale. Avec les ménisques. Ménisque interne en forme de C. Ménisque externe en forme de O. Et ici, nous allons avoir les ligaments croisés. Le ligament croisé antérieur est aussi appelé ligament croisé antéro-externe. Il va s'attacher sur la partie médiale du condyle latéral en regard de la fosse intercondylaire, ici. Il va terminer sur l'aire intercondylaire antérieure, ici. Si nous relions les deux insertions, nous obtenons son trajet. Le ligament croisé postérieur va s'attacher sur la face latérale de l'autre condyle, à ce niveau-là, et va terminer sur l'aire intercondylaire postérieure et même déborder sur la face postérieure de l'épiphyse proximale du tibia. Si nous relions les deux insertions, son anatomie, son trajet apparaît. Donc, en bleu turquoise, le ligament croisé postérieur. Alors pourquoi nous les appelons les ligaments croisés? Tout simplement parce qu'ils se croisent dans deux plans. On ferme tout ça. Et on refait une autre vue, une vue latérale, car ils se croisent dans le plan frontal. Ici, épiphyse distale fémorale. On a volontairement coupé le condyle latéral pour pouvoir faire apparaître le ligament croisé postérieur. L'épiphyse proximale du tibia avec la tête fibulaire. Le ligament croisé antérieur, donc, il va partir de l'aire intercondylaire antérieure, terminer sur la partie médiale du condyle latéral. Leurs fibres de deux ligaments croisés sont dites torsadées. Ils sont tout le temps, plus ou moins, en tension. Le croisé postérieur, lui, face médiale du condyle latéral. Alors, oui, bon, c'est pas grave. Et terminaison, aire intercondylaire postérieure. Et déborde sur la partie postérieure. Donc en vert foncé, le croisé postérieur, en vert clair, le croisé antérieur. Ça va être notamment leur jeu, leur rôle de pivot central qui va permettre l'équilibration du genou et donc du membre inférieur. Une lésion de l'un d'entre eux entraînera une instabilité totale du tibia. Le ligament croisé antérieur empêchant le tibia d'aller vers l'avant et le croisé postérieur empêchant le tibia d'aller vers l'arrière.
Les mouvements antéro-postérieurs du tibia sont notamment autorisés lors des mouvements de flexion-extension. Ils seront lésés ou en tout cas prédisposés à la lésion, surtout lorsque vous avez des sports de saut avec des mauvaises réceptions. Si vous avez une mauvaise réception sur la jambe, vous allez avoir le tibia qui va d'un coup partir vers l'avant et dans une autre direction, embaillement externe et embaillement interne. Et donc ce sont ces mouvements qui ne sont pas prévus par le corps qui vont conduire à une lésion d'un ou des ligaments croisés. Foot, rugby, badminton, tennis, le ski aussi, tous ces sports-là prédisposent beaucoup à des lésions des ligaments croisés. On va maintenant voir l'anatomie des ligaments collatéraux qui travaillent en synergie avec les ligaments croisés. Bien que le rôle de pivot central soit attribué aux ligaments croisés, étant donné qu'ils s'attachent obliquement sur le condyle latéral et le condyle médial, ils vont avoir aussi une action d'empêchement, de limitation des bâillements externes et internes. Pour pouvoir le visualiser, on fait une vue médiale et une vue latérale. On commence par la vue médiale avec le ligament collatéral tibial du genou. Toujours la convexité postérieure des condyles fémoraux. On est dans le compartiment médial, le tibia est concave. Le ligament collatéral tibial, il va s'attacher en arrière des muscles de la patte doigt, sartorius, gracile et semi-tendineux. Son insertion terminale sera ici, en arrière de la patte doigt. Son insertion proximale sera sur une petite protubérance osseuse, une petite saillie nommée épicondyle médial, assez postérieure. On doit représenter aussi les ménisques, notamment le ménisque médial, qui est situé entre le tibia et le fémur, partie médiale. On va pouvoir maintenant dessiner le ligament, donc qui débute sur l'épicondyle médial, qui va avoir deux plans. Un plan superficiel avec des fibres fémoro-tibiales et un plan profond avec des fibres fémoro-méniscales et tibio-méniscales. Donc en général, quand on a une lésion importante du compartiment médial du genou, littéralement, il y a tout qui part. Collatéral tibial, ménisque médial, et dans les cas de trauma très graves, vous avez également le ligament croisé postérieur, que je vais représenter tout de suite. Pour cela, on va rendre le calque un peu plus transparent, et on va pouvoir le représenter. Donc il va aller face latérale du condyle médial et terminer à ce niveau-là. Donc il va faire comme ça. Donc étant donné que son attache est sur le condyle médial, il va empêcher également les mouvements de bâillement interne à ce niveau-là. C'est pour cela qu'il travaille en synergie avec, d'une part, le collatéral tibial et le ménisque médial. Toutes ces structures-là protègent le compartiment médial du genou. Maintenant, le compartiment latéral. Pour cela, on fait une vue latérale. Donc ici supérieur, ici antérieur. Convexité postérieure du condyle fémoral latéral. Le plateau tibial est plane. Et ici, nous avons la tête fibulaire. L'épicondyle latéral est situé au même endroit que l'épicondyle médial, simplement on change de côté. On est sur l'extérieur du genou. Et pour représenter sa terminaison, il faut représenter l'insertion terminale du muscle biceps fémoral en croissant. Et c'est dans cette concavité
que vous aurez le ligament collatéral fibulaire du genou qui part de l'épicondyle latéral et qui va aller jusqu'à la tête fibulaire. Contrairement au collatéral tibial qui est orienté vers l'avant, celui-ci sera orienté vers l'arrière. Donc ici, on peut également représenter le ménisque latéral, le ligament croisé antérieur, étant donné qu'il s'attache sur le condyle latéral, va également jouer un rôle comme le ligament croisé postérieur dans la stabilité du genou. Donc face médiale du condyle latéral, aire intercondylaire antérieure, et on a son trajet comme ceci. Donc en vert foncé, ligament croisé antérieur. Avec son attache sur le condyle latéral, il va empêcher les mouvements de bâillement externes, comme le collatéral fibulaire, comme le ménisque externe. Tous ces éléments-là protègent le compartiment latéral du genou. On a vu le système collatéral, le système de pivot central, il nous reste à décrire le système sagittal. Sagittal veut dire antéro-postérieur. Donc on va faire dans un premier temps une vue antérieure où on pourra mettre en évidence le ligament patellaire. Épicondyle latéral, tubercule du grand adducteur, épicondyle médial. Ici, on va avoir la patella qui va superposer, qui va recouvrir l'articulation fémoro-tibiale. Et ici, on va avoir l'épiphyse proximale du tibia, avec tubercule infracondylaire, tubérosité tibiale antérieure. Hop. Donc là, on peut agrandir un petit peu. On va corriger un petit peu ça entre quelques secondes là. Hop. Voilà. Épicondyle. Épicondyle médial et tubercule du grand adducteur. On peut représenter maintenant les ménisques fibro-cartilagineux, ici ménisque latéral, ici ménisque médial. En haut, la terminaison du muscle quadriceps à ce niveau-là, sur l'apex de la patella. Là. Donc d'une part, le droit fémoral, le vaste latéral, le vaste médial et le vaste intermédiaire. Toutes ces structures-là représentent la terminaison du quadriceps. Le ligament patellaire part de l'apex de la patella et termine sur la tubérosité tibiale antérieure. La tubérosité tibiale antérieure est formée par les tractions du tendon quadricipital. En cas de sursollicitation pendant la croissance, on peut léser le cartilage de croissance qui a lieu au niveau de l'épiphyse proximale du tibia. On appelle ça un syndrome d'Osgood-Schletter. Hop, on enlève la flèche. Au niveau de la patella, on la détaillera plus tard. La patella. Donc déjà, vous avez cette structure-là, le ligament patellaire, qui fait partie du système sagittal. Ensuite, on va faire une vue postérieure pour détailler les ligaments sagittaux de la face postérieure du genou. Ici, épiphyse distale du fémur, tubercule du grand adducteur, épicondyle médial, ici, épicondyle latéral, ici, tibia. Tête fibulaire. Et ici, la capsule avec les coques condyliennes, donc le renforcement postérieur. Sur la coque condylienne latérale, un os, la fabella, qui va servir justement de point d'attache pour le ligament poplité arqué.
Le ligament poplité arqué, il va partir de l'apex de la tête fibulaire et va avoir 3 faisceaux. Un faisceau qui termine sur la face postérieure de l'épiphyse proximale du tibia, un sur la coque condylienne latérale et un autre sur la fabella. Le but étant de solidariser toutes les structures postéro-latérales. Le premier faisceau, le faisceau inférieur, va livrer passage au muscle poplité qui va terminer notamment au niveau du condyle latéral du fémur et qui sera intracapsulaire. C'est d'ailleurs l'attraction de ce dernier qui va détendre le cul-de-sac postérieur de la capsule. Un autre tendon est important à mettre en évidence, c'est le muscle semi-membraneux. Le muscle semi-membraneux, il va d'une part aller dans un sillon face médiale du tibia et terminer face postérieure de l'épiphyse supérieure du tibia. Donc pourquoi il est important? Parce que c'est lui qui va donner le deuxième ligament qui va naître du bord latéral de son tendon jusqu'à la fabella. Ici, c'est le ligament poplité oblique. Et ce sont ces ligaments, en plus du ligament patellaire, qui seront responsables de la stabilisation sagittale du genou. Maintenant, nous allons parler de la stabilisation des ménisques. On en a parlé assez brièvement. On va en parler maintenant en précision, car les ménisques sont reliés déjà entre eux et sont reliés également à la fémoro-patellaire. Ce n'est pas pour rien qu'on a deux articulations qui marchent ensemble. Il faut que celle-ci soit solidaire. Pour qu'elle soit solidaire, il faut mettre des structures qui les mettent en lien. La joue latérale de la surface articulaire de la patella qui est plus importante. Ici, les surfaces articulaires du plateau tibial. Avec face postérieure du tibia, tête fibulaire en latéral. J'ai pas orienté, ça n'a aucune valeur, donc on oriente. Parce que si on ne sait pas où sont les flèches, c'est un coloriage, ce n'est pas un dessin anatomique. Voilà. Donc les ménisques, on va les représenter maintenant, après avoir terminé de remplir ça. Ici, donc, les surfaces articulaires. Les ménisques, donc, on les représente. Ménisque interne en forme de C. Ménisque externe en forme de O. Donc les ménisques, ils sont reliés entre eux par notamment un ligament qui s'appelle le ligament interméniscal ou ligament jugal. Je vais utiliser un autre verre. Il va les relier antérieurement entre eux. Donc on peut également représenter les freins qu'on a déjà décrits. Et vous allez avoir des ligaments qui vont relier les ménisques et la patella. Comme leur nom l'indique, ligament ménisco-patellaire médial, ligament ménisco-patellaire latéral. Vous allez également avoir des ligaments, des rétinaculums patellaires latéraux et médiaux qui vont partir des épicondyles. On les décrit tout de suite avec une vue antérieure. Donc ici supérieure, ici médiale. On ne présente plus le fémur. Avec la patella dans sa surface articulaire. La tubérosité tibiale antérieure avec le ligament patellaire ici et les rétinaculums patellaires qui vont partir des épicondyles. Le rétinaculum patellaire médial est le plus important. Le rétinaculum patellaire latéral est quasiment inexistant. On peut représenter également les ménisques qui sont toujours présents entre fémur et tibia.